Avant de s'appeler Haven, le village avait porté 4 autres noms. L'existence de la municipalité commence en 1816 sous le nom de Montville Plantation. Un certain Hugh Crane en possédait tout le territoire. C'est en 1813 que cet ancien lieutenant des armées de la Révolution américaine avait acquis cette propriété de l'État du Massachusetts, dont le Maine était alors une province. Ce nom de Montville Plantation était une plaisanterie irrespectueuse. De toute son existence, le père de Crane, 12e comte de Montville, ne s'était jamais aventuré à l'est de Londres, et bon conservateur, il était resté fidèle à la couronne quand les colons d'Amérique s'étaient insurgés contre elle. Il mourut père du royaume. Hugh Crane, son fils aîné, aurait dû devenir à son tour comte de Montville, 13e du nom. Mais son père, furieux qu'il ait pris le parti des rebelles, le déshérita. Pas décontenancé le moins du monde, Crane se proclama joyeusement premier comte du Maine central et parfois même duc de nulle part. La propriété que Crane appelait Montville Plantation comptait environ 9000 hectares. Quand Crane demanda et obtint pour son domaine le statut de municipalité, Montville Plantation devint la 193e commune du Maine, province du Massachusetts. Crane avait acheté cette terre parce qu'on y trouvait à foison du bois de bonne qualité et que Derry, où les troncs pouvaient être mis à l'eau pour flotter jusqu'à la mer, n'était qu'à 8 lieues. Et combien Hugh Crane paya-t-il cette terre qui devint Haven? Il emporta le morceau pour 1800 livres. Naturellement, à l'époque, avec une livre, on allait beaucoup plus loin que maintenant. À la mort de Hugh Crane en 1826, 103 personnes vivaient à Montville Plantation. Les bûcherons doublaient le nombre des habitants pendant 6 ou 7 mois de l'année, mais ils ne comptaient pas vraiment parce qu'ils allaient dépenser à Derry le peu d'argent qu'ils gagnaient, et généralement c'était aussi à Derry qu'ils s'installaient quand ils se faisaient trop vieux pour travailler dans les bois. Et à cette époque, trop vieux pour travailler dans les bois, c'était environ 25 ans. En 1826, la petite communauté qui devait devenir le village de Haven n'en avait pas moins commencé à s'étendre le long de la route boueuse qui conduisait au nord vers Derry et à Bangor. On pouvait lui donner le nom que l'on voulait, et, sauf dans les souvenirs des plus vieux de la vieille, comme Dave Rutledge, elle finit par s'appeler tout simplement route numéro 9. C'était forcément cette route que les bûcherons devaient emprunter à la fin de chaque mois pour aller claquer leur paye dans les bars et les bordels de Derry. Ils gardaient l'essentiel de leur argent pour les plaisirs de la grande ville, mais la plupart ne refusaient pas de se dépoussiérer le gosier en chemin avec une bière ou deux à la taverne Couder ou au lodging house. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffisait à asseoir solidement ces modestes entreprises. Le magasin juste en face, le General Mercantile, dont le propriétaire qui trônait derrière le comptoir était le propre neveu de Hiram Couder, sans être aussi florissant, restait néanmoins une affaire prospère. En 1828, un coiffeur barbier chirurgien, qui n'était autre que le cousin de Hiram Couder, ouvrit boutique à côté du General Mercantile. À l'époque, il n'était pas rare de trouver, dans ce petit établissement animé et de plus en plus apprécié, un bûcheron installé dans l'un des 3 fauteuils inclinables pour se faire couper les cheveux, raser la barbe ou recoudre une entaille au bras, tandis que, extraites du pot qui voisinait avec la boîte à cigares et accrochées chacune au-dessus d'un des yeux fermés du patient, 2 grosses sangsues viraient du gris au rouge au fur et à mesure qu'elles se gorgeaient de sang, protégeant ainsi l'homme contre toute infection de sa blessure et contre une maladie que l'on appelait à l'époque cervelle douloureuse. En 1830, un hôtel-restaurant, propriété du frère de Hiram Couder, s'installa à l'extrémité sud du village. En 1831, Montville Plantation devint Coudersville. Personne n'en fut très surpris. Coudersville resta Coudersville jusqu'en 1864, mais prit alors le nom de Montgomery en l'honneur d'Ellis Montgomery, un fils du pays tombé en héros à la bataille de Gettysburg, où, dit-on, le 20e régiment du Maine sauva l'Union à lui tout seul. Personne ne contesta ce changement. Le dernier des Couder, ce vieux fou d'Albion, avait fait faillite et s'était suicidé 2 ans plus tôt. Dans les années qui suivirent la fin de la guerre de sécession, une mode, aussi inexplicable que la plupart des modes, déferla sur l'état du Maine. Il s'agissait ni de jupes, ni crinolines, ni de rouflaquettes. On se mit frénétiquement à affubler les villages de noms empruntés à l'Antiquité. De cette époque datent Sparte, Carthage et Athènes, et naturellement Troie juste à côté. En 1878, les habitants de Montgomery votèrent pour changer à nouveau le nom de leur village. Cette fois, ils devaient l'appeler Ilion. Lors d'une réunion précédant le vote, la mère d'Ellis Montgomery infligea aux citoyens une longue philippique larmoyante qui parut plus sénile que convaincante. On raconte que les habitants de Montgomery écoutèrent, avec patience et une touche de culpabilité, la mère du héros accablé sous le poids des ans, 75 pour être précis.
Certains trouvèrent que Madame Montgomery avait bien raison, que 14 années ne représentaient guère le souvenir immortel solennellement promis à son fils lors des cérémonies de changement de nom qui avaient eu lieu le 4 juillet 1864, de telle sorte que la proposition mise aux voix aurait très bien pu être repoussée si la vessie de la bonne dame ne l'avait pas trahi à ce moment décisif. Tandis qu'elle continuait à vitupérer contre les Philistins ingrats qui auraient à se repentir de ce jour funeste, on l'aida à sortir de la salle. Montgomery devint quand même Ilion. 22 ans passèrent. Vint alors un prédicateur du mouvement du réveil de la foi, bel homme à la langue agile, qui, on ne sait pourquoi, méprisa Derry et choisit de planter sa tente à Ilion. Il se faisait appeler Colson, mais Myrtle Duplessis, qui se prétend l'historienne officielle de Haven, est convaincue que Colson s'appelait en fait Couder, et qu'il était le fils illégitime d'Albion Couder. Quelle qu'ait pu être son identité, quand le maïs fut prêt pour la récolte, il avait converti la plupart des chrétiens du village à sa version personnelle très vivante de la foi, au grand désespoir de M. Hartley, pasteur des méthodistes d'Ilion et de Troyes, et de M. Crowell, qui veillait sur la santé spirituelle des baptistes d'Ilion, Troyes, Etna et Unity. Une plaisanterie qui avait cours à l'époque prétendait que Crowell tenait son presbytère du village de Troyes, mais ses hémorroïdes de Dieu. Quoi qu'il en soit, leur voix ne clamait plus que dans le désert. La congrégation de Colson continua de croître et multiplier au fil de cet été presque parfait de l'an 1900. Dire que les récoltes de l'année furent exceptionnelles ne leur rendrait pas justice. La fine couche de terre du nord de la Nouvelle-Angleterre, habituellement d'une avarice sordide, déversa cette année-là une véritable corne d'abondance qui sembla ne jamais devoir se tarir. De plus en plus déprimé et taciturne, M. Crowell, le baptiste qui tenait ses hémorroïdes de Dieu, finit par se pendre 3 ans plus tard dans la cave du presbytère de Troyes. L'inquiétude de M. Hartley, le pasteur méthodiste, croissait, elle, au rythme de la ferveur évangélique qui déferlait sur Ilion, comme une épidémie de choléra. Peut-être était-ce parce que les méthodistes sont, dans des circonstances ordinaires, les moins démonstratifs parmi les adorateurs de Dieu. Ils n'écoutent pas de sermons, mais des messages. Ils prient l'essentiel du temps dans un silence impressionnant, et ils considèrent que les Amen de la congrégation ne doivent intervenir qu'à la fin du Notre Père et des rares hymnes qui ne sont pas chantés par le chœur. Mais ces ouailles, jadis si réservées, se mettaient maintenant à parler et entraient en transe. Si ça continue, disait parfois M. Hartley, ils finiront par charmer les serpents. Les assemblées des mardis, jeudis et dimanches, dans l'attente du réveil près de la route de Derry, se firent de plus en plus bruyantes et sauvages, les fidèles laissant exploser leurs sentiments. Si cela se passait dans une tente de carnaval, on appellerait ça de l'hystérie, disait M. Hartley à Fred Perry, le diacre de son église et son seul véritable ami, un soir où il sirotait un verre de sherry au presbytère. Et comme ça se passe dans une tente du réveil, ils disent que c'est le Saint-Esprit qui descend sur eux. Le révérend Hartley avait vu juste au sujet de Colson. Ses soupçons furent amplement justifiés avec le temps, mais Colson s'était déjà enfui, non sans avoir récolté, au lieu de citrouilles et de patates, une belle quantité de monnaie sonnante et trébuchante et de femmes au tempérament généreux. Avant cela, il avait imprimé durablement sa marque sur le village en le faisant une dernière fois changer de nom. En cette chaude soirée d'août, Colson commença son sermon en évoquant la moisson, symbole de la plus belle récompense divine, puis il en vint à parler du village. Colson avait déjà enlevé sa veste de costume, ses cheveux trempés de sueur lui tombaient sur les yeux. Les sœurs avaient déjà commencé à s'agenouiller pour psalmodier leur « Amen », bien que le moment de parler et de se balancer en cadence soit encore loin. « Je considère que ce village est sanctifié », avait annoncé Colson à ses fidèles, en s'agrippant à son pupitre de ses 2 mains puissantes. Il est possible qu'il ait eu, pour le considérer ainsi, d'autres raisons que le choix que son honorable personne en avait fait afin d'y semer la bonne parole, sans parler de quelques bâtards, mais il n'en dit rien. « Je considère que c'est un havre. Oui, j'ai trouvé ici un havre de paix où je suis chez moi, une terre délicieuse, peut-être pas tellement différente de celle qu'ont connue Adam et Ève avant de cueillir ce fruit sur l'arbre qu'ils n'auraient pas dû manger, mugit le prédicateur Colson. Des années plus tard, des membres de la congrégation admiraient encore la façon dont, gredin ou pas, ils pouvaient invoquer Jésus. « Amen », répondit la congrégation d'une seule voix. La nuit, bien que chaude, ne l'était peut-être pas assez pour expliquer tout à fait le rouge qui monta aux joues et au front de nombreuses femmes, mais ce genre de rougeur était courante depuis l'arrivée au village du prédicateur Colson. « Pour Dieu, ce village est une gloire !»« Alléluia !» criait la congrégation qui exultait. Les poitrines se gonflèrent, les yeux étincelèrent, les langues humectèrent les lèvres.
Ce village a reçu une promesse, s'écriait le prédicateur Colson, qui marchait maintenant de long en large d'un pas rapide, rejetant de temps à autre en arrière d'un coup de tête rapide, qui mettait en valeur son cou parfaitement cravaté, les boucles noires qui lui barraient le front. Ce village a reçu une promesse, la promesse d'une riche moisson, et cette promesse sera tenue. Loué soit le Seigneur. Colson revint au pupitre, le saisit et regarda ses ouailles d'un air sévère. Alors, pourquoi voulez-vous qu'un village à qui est promise la moisson de Dieu, et qui est le havre de paix de Dieu, pourquoi voulez-vous qu'un village qui témoigne ainsi de Dieu porte je ne sais quel nom à coucher dehors? Je n'arrive pas à me l'expliquer, mes frères. C'est le diable qui a dû égarer la génération précédente, je ne vois rien d'autre. Dès le lendemain, on envisagea de changer le nom d'Ilion en Haven. Le révérend Crowell protesta mollement contre ce changement, le révérend Hartley y mit beaucoup plus de vigueur. Les notables du village restèrent neutres, mais soulignèrent que le changement de nom coûterait 20 $ au village pour la modification du registre des municipalités dans les dossiers d'Augusta, et probablement 20 $ de plus pour remplacer les panneaux routiers, sans parler du papier en tête des documents officiels. Bien avant la réunion municipale de mars, au cours de laquelle l'article 14, voir si la commune approuverait le changement de nom de la municipalité numéro 193 de l'État du Maine d'Ilion en Haven, fut discuté et mis aux voix, le prédicateur Colson avait littéralement plié sa tente et s'était évanoui dans la nuit. Le pliage et l'évanouissement eurent lieu le 7 septembre, à l'issue de ce que Colson avait appelé pendant des semaines le grand réveil de la moisson de 1900. Durant un mois, au moins, il avait annoncé que cette assemblée serait la plus importante qu'il tiendrait dans ce village cette année-là, peut-être la plus importante qu'il tiendrait jamais, même s'il devait s'installer ici, et Dieu semblait l'appeler de plus en plus souvent à le faire. À cette nouvelle, le cœur des dames se mettait à battre la chamade. Ce serait, disait-il, la plus grande offrande d'amour au Dieu d'amour qui avait offert à ce village une récolte et une moisson aussi merveilleuses. Colson récolta pour son compte. Il se mit à cajoler les fidèles pour qu'ils lui apportent la plus large offrande d'amour de son séjour, et finit par labourer et ensemencer non pas 2 ni 4, mais 6 jeunes filles dans les champs derrière la tente après l'assemblée. Les hommes, ils aiment les grands mots, mais la plupart d'entre eux, ils cachent juste un Deringer dans leurs pantalons, même qu'ils emploient de grands mots, dit un soir chez le barbier le vieux duc Barfield. S'il y avait eu un concours de l'homme le plus puant du village, le vieux duc l'aurait remporté haut la main. Il dégageait une odeur d'œuf pourri qui serait restée un mois dans une mare de boue. On l'écoutait, mais de loin, et contre le vent, s'il y avait du vent. Moi, j'ai entendu causer d'hommes qui avaient un fusil à 2 canons dans leurs pantalons, et on en rencontre de temps à autre. Et une fois, j'ai même entendu causer d'un type qui avait un pistolet à 3 coups. Mais cet enculé de Colson, c'est le seul homme que je connaisse qui est venu avec un pistolet à 6 coups. 3 des conquêtes du prédicateur Colson étaient vierges avant l'intervention du baiser de la Pentecôte. L'offrande d'amour de cette nuit de la fin de l'été 1900 fut effectivement très généreuse, mais les bavardages chez le barbier ne concordaient pas sur l'ampleur de la générosité monétaire. Tous disaient bien que même avant le grand réveil de la moisson, où le prêche avait duré jusqu'à 10 heures, le chant d'hymne jusqu'à minuit et la partie de jambes en l'air dans les champs jusqu'à plus de 2 heures, on avait sorti beaucoup d'argent. Certains faisaient remarquer que Colson n'avait pas non plus dépensé grand-chose pendant son séjour. Les femmes se battaient presque pour le privilège de lui apporter ses repas, et les propriétaires de l'hôtel lui avaient prêté un buggy, et naturellement, personne ne lui faisait jamais payer ses distractions nocturnes. Au matin du 8 septembre, la tante et le prédicateur étaient partis. Il avait bien moissonné et semé avec succès. Entre le 1er janvier et la réunion municipale de la fin mars 1901, 9 enfants illégitimes, 3 filles et 6 garçons, naquirent dans cette région. Ces 9 enfants de l'amour se ressemblaient étrangement. 6 avaient des yeux bleus, et leur tête s'orna invariablement de cheveux noirs brillants et drus. Les bavardages chez le barbier, et aucun groupe d'hommes sur terre ne sait aussi bien marier la logique et la luxure que ces oisifs pétant dans des fauteuils de coiffeur, en roulant des cigarettes ou en projetant des giclées brunes de jus de chic dans des crachoirs de fer blanc, insinuaient aussi qu'on ne pouvait préciser au juste le nombre de jeunes filles qui étaient parties chez des parents vers le sud, dans le New Hampshire ou même aussi loin que le Massachusetts. Certains avaient aussi remarqué que beaucoup de femmes mariées avaient mis des enfants au monde entre janvier et mars. Mais pour celle-là, qui pouvait savoir? Mais les bavardages chez le barbier rappelaient naturellement ce qui était arrivé le 29 mars, après que Faith Clarendon eut mis au monde un garçon vigoureux de 4 kilos.
Un vent du nord humide et furieux tourbillonnait autour du toit de la maison des Clarendon, déversant le dernier grand chargement de neige de 1901 avant le retour de l'hiver en novembre. Cora Simard, la sage-femme qui avait mis le bébé au monde, somnolait à moitié près du poêle de la cuisine, attendant que son mari Irwin se fraye enfin un chemin dans la tempête pour la ramener à la maison. Elle vit Paul Clarendon s'approcher du berceau où dormait son fils nouveau-né, de l'autre côté du poêle, dans le coin le plus chaud de la pièce. Il resta à contempler le bébé pendant plus d'une heure. Cora commit l'impardonnable erreur de prendre le regard de Paul Clarendon pour de l'admiration et de l'amour. Ses yeux se fermèrent peu à peu. Quand elle s'éveilla, Paul Clarendon était penché sur le berceau avec son rasoir à la main. Avant que Cora eût pu débloquer sa voix pour crier, il prit le bébé par sa toison de cheveux noirs de jais et lui trancha la gorge. Il quitta la pièce sans un mot. Quelques instants plus tard, Cora entendit un gargouillis provenant de la chambre. Elle trouva le mari et la femme sur le lit, les mains jointes. Clarendon avait tranché la gorge de sa femme, lui avait pris la main droite dans sa main gauche, et pour finir, s'était tranché la gorge. C'était 2 jours après que les habitants d'Ilion eurent approuvé par leur vote le changement du nom du village. Le révérend Hartley s'opposa vigoureusement à ceux qui voulaient donner au village le nom qu'avait suggéré un homme qui s'était révélé voleur, fornicateur et faux prophète, un véritable serpent dans le poulailler. Il l'avait dit du haut de sa chair, et il avait remarqué les hochements de tête approbateurs de ses paroissiens, avec un plaisir presque vindicatif qui ne lui ressemblait guère. Il arriva à la réunion communale du 27 mars 1901, certain que l'article 14 serait repoussé à une forte majorité. Il ne se troubla pas de la brièveté de la discussion qui s'instaura entre la lecture de l'article par le secrétaire de mairie et la question posée laconiquement par le maire Luther Ruval. « Quelle est votre opinion, braves gens ?» S'il avait eu le moindre doute, Hartley aurait pris la parole avec véhémence, avec fureur même, pour la seule fois de sa vie, mais aucun doute ne traversa jamais son esprit. « Que ceux qui sont pour le changement le montrent en disant oui, dit Luther Ruval. Et quand le oui vigoureux, bien que sans passion, fit trembler la charpente, Hartley eut l'impression qu'on lui donnait un coup de poing en pleine poitrine. Il regarda autour de lui d'un air affolé, mais il était trop tard. La force de ce oui l'avait pris si totalement par surprise qu'il ne savait même pas combien de ses propres ouailles s'étaient retournés contre lui et avaient voté à l'opposé de ses vœux. « Attendez !» dit-il d'une voix étranglée que personne n'entendit. « Qui est contre ?» demanda le maire. Quelques noms épars. Hartley tenta de crier le sien, mais il ne s'échappa de sa gorge qu'une syllabe sans aucune signification. « La motion est adoptée, dit Luther Ruval. Passons maintenant à l'article 15. Le révérend Hartley sentit soudain qu'il avait chaud, beaucoup trop chaud. Il sentit en fait qu'il pourrait bien s'évanouir. Il se fraya un chemin à travers la foule des hommes debout, en chemise à carreaux rouge et noir et pantalon de flanelle boueux, à travers les nuages de fumée âcre des cigarettes papier maïs et des cigares bon marché. Il avait toujours l'impression qu'il allait s'évanouir, mais maintenant il sentait qu'il pourrait aussi vomir avant de s'évanouir. Une semaine plus tard, il ne pouvait s'expliquer pourquoi ce choc avait été aussi profond, au point de confiner à l'horreur. 1 an plus tard, il ne savourait même plus qu'il avait ressenti une telle émotion. Il sortit, au sommet des marches menant à l'hôtel de ville, inspirant de grandes bouffées d'air à 5 degrés, s'agrippant désespérément à la rampe, le regard perdu au loin dans les champs où fondait la neige. Elle avait suffisamment fondu pour qu'on y aperçoive par plaques la terre boueuse à découvert, et il pensa, avec une grossièreté vicieuse qui ne lui ressemblait pas non plus, que ces champs ressemblaient aux pans d'une chemise de nuit tachée de merde. Il ressentit pour la première et la dernière fois de sa vie une amère jalousie à l'encontre de Bradley Colson, ou Couder, si c'était là son véritable nom. Colson avait fui Ilion. Oh, pardon, il avait fui Haven, son havre de paix. Il avait fui, et maintenant Donald Hartley se prenait à penser qu'il pourrait bien en faire autant. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi? Il savait quel genre d'homme c'était, il le savait. Alors pourquoi avait-il? Une large main chaude pressa son épaule. Il se retourna et vit son vieil ami, Fred Perry. Le long visage réconfortant de Fred reflétait l'inquiétude et la sympathie, et Hartley sourit involontairement. « Don, est-ce que ça va ?» demanda Fred Perry. « Oui, j'ai eu un petit étourdissement à l'intérieur, à cause du vote. Je ne m'attendais pas à ce résultat. »« Non, moi non plus, » dit Fred. « Mes paroissiens y sont pour quelque chose, forcément. Le oui était si fort, il a bien fallu qu'ils l'aient crié aussi, tu ne crois pas ?»« Eh bien... » « Apparemment, reprit le révérend Hartley avec un petit sourire, je n'en sais pas autant que je le croyais sur la nature humaine. »
Mais reviens à l'intérieur, Don, dit Fred. Ils vont voter sur le pavage de Ridge Road. Oh, je crois que je vais rester encore un peu dehors, dit le révérend, et réfléchir à la nature humaine. Il s'interrompit, et juste quand Fred Perry tourna le dos pour rentrer, le révérend Donald Hartley demanda sur un ton presque suppliant. Est-ce que toi, tu comprends, Fred? Est-ce que tu comprends pourquoi ils ont fait ça? Tu as presque 10 ans de plus que moi, alors est-ce que tu comprends? Et Fred Perry, qui avait crié son propre oui derrière son poing serré, hocha la tête et dit que non, qu'il ne comprenait pas du tout. Il aimait bien le révérend Hartley, il respectait le révérend Hartley, mais en dépit de ça, ou peut-être seulement à cause de ça, il avait pris un malin plaisir à voter pour un nom suggéré par Colson. Colson le faux prophète, Colson si sûr de lui, Colson le voleur, Colson le séducteur. Non, Fred Perry ne comprenait pas du tout la nature humaine. Rebecca Pouchard-Paulson avait épousé Joe Paulson, l'un des 2 facteurs de Haven, qui représentait donc le tiers du personnel de la poste de Haven. Joe trompait sa femme, ce que Bobby Anderson savait déjà. Maintenant, Becky Paulson le savait aussi. Elle le savait depuis 3 jours. Jésus le lui avait dit. Ces derniers jours, Jésus lui avait dit les choses les plus stupéfiantes, les plus terribles et les plus affolantes que l'on puisse imaginer. Ça la rendait malade, insomniaque, folle, mais est-ce que ce n'était pas aussi assez merveilleux? Bon sang, est-ce qu'elle allait arrêter d'écouter, renverser l'image de Jésus pour qu'elle repose à plat sur son visage, ou lui crier de la fermer? Sûrement pas. Pour commencer, elle ressentait une sorte de besoin malsain, mais impérieux, de connaître ce que Jésus avait à lui apprendre. Et puis, il était le sauveur. Jésus était installé sur la télévision Sony des Paulson. Il s'y trouvait depuis 6 ans. Avant, il avait trôné successivement sur 2 téléviseurs Zénith. Becky estimait que Jésus occupait cette place d'honneur depuis environ 16 ans. Jésus était représenté en relief, comme s'il était vivant. C'était une image de lui que la sœur aînée de Becky, Corinne, qui vivait à Portsmouth, leur avait offerte pour leur mariage. Quand Joe avait fait remarquer que la sœur de Becky était un peu pingre, Becky lui avait dit de se taire. Non qu'elle en eût été vraiment surprise, elle ne pouvait attendre d'un homme comme Joe qu'il comprenne qu'on ne peut chiffrer la véritable beauté. Sur l'image, Jésus était vêtu d'une simple robe blanche, et il tenait sa houlette de bon pasteur. Le Christ, posé sur la télévision de Becky, se peignait un peu comme Elvis juste après son retour de l'armée. Oui, il ressemblait beaucoup à Elvis dans G.I. Blues. Il avait les yeux bruns et doux. Derrière lui, dans une perspective parfaite, des moutons, aussi blancs que des draps dans une publicité de lessive, couvraient la prairie jusqu'à l'horizon. Becky et Corinne avaient grandi dans une ferme d'élevage de moutons à New Gloucester, et l'expérience avait appris à Becky que les moutons ne sont jamais aussi uniformément blancs et laineux que des petits nuages de beau temps tombés sur terre. Mais, se disait-elle, si Jésus pouvait transformer l'eau en vin et ramener les morts à la vie, il n'y avait aucune raison pour qu'il ne puisse, s'il le voulait, faire disparaître les plaques de crotte au cul des moutons. Joe avait 1 ou 2 fois essayé d'enlever cette image de la télévision, et maintenant Becky se disait qu'elle savait pourquoi. Oui, monsieur. Et comment? Joe, naturellement, avait inventé une raison. Ça ne semble pas bien que Jésus trône sur le téléviseur pendant qu'on regarde Magnum ou Deux flics à Miami. Pourquoi tu le mets pas sur ta commode, Becky? Ou bien, tiens, j'ai une idée. Pourquoi pas le mettre sur ta commode jusqu'à dimanche? Et alors tu pourrais le redescendre à sa place pendant que tu regardes les sermons de Jimmy Swaggart et Jack Van Imp. Je suis sûr que Jésus préfère de loin Jimmy Swaggart aux flics de Miami. Mais elle avait refusé. Une autre fois, il avait dit « Quand ce sera mon tour de recevoir pour le poker du jeudi soir, il faudra l'enlever. Les gars aiment pas ça. Qui aurait envie que Jésus-Christ le regarde quand il essaye de tirer une quinte royale? Peut-être qu'ils se sentent mal à l'aise parce qu'ils savent que les jeux d'argent sont diaboliques, avait répondu Becky. Alors, avait rétorqué Joe avec les réflexes d'un bon joueur de poker, c'est le diable qui t'a procuré ton séchoir à linge avec cette bague de grenat que t'aimes tant. Tu devrais te les faire rembourser et donner l'argent à l'armée du salut. Je crois que j'ai encore les tickets de caisse dans mon tiroir. Elle autorisa donc Joe à retourner l'image en 3 dimensions de Jésus le jeudi soir, où chaque mois il faisait des plaisanteries salaces en buvant de la bière autour d'un jeu de poker avec ses amis. Mais ce fut tout ce qu'elle concéda. Mais maintenant elle savait vraiment pourquoi il voulait se débarrasser de cette image. Il avait compris depuis toujours que cette image pourrait être une image magique. Oh, sacré devrait être un meilleur adjectif. La magie, c'était pour les païens, les chasseurs de têtes, les cannibales, les catholiques et les gens comme ça, mais ça revenait presque au même, non?
De toute façon, Jo avait dû sentir que l'image était spéciale et que, par elle, ses péchés seraient révélés. Oh, évidemment, elle avait bien dû se douter, sans vouloir se l'avouer, qu'il se passait quelque chose. Jamais plus il ne l'importunait la nuit, et bien que ce fût une sorte de soulagement, le sexe, c'était exactement ce que sa mère lui avait dit, sale, brutal, parfois douloureux et toujours humiliant. Elle avait également détecté une odeur de parfum sur son col de temps à autre, et ça, ce n'était pas du tout un soulagement. Elle se disait qu'elle aurait pu ne jamais faire le rapprochement entre les avances qui avaient cessé et cette odeur de parfum qu'elle avait commencé à repérer parfois sur le col de son mari, si l'image de Jésus posée sur la téléphonie ne s'était pas mise à parler le 7 juillet. Elle aurait même pu ignorer un troisième facteur. Les avances avaient cessé et le parfum s'était fait sentir presque au moment où le vieux Charlie Estabrook avait pris sa retraite et où une certaine Nancy Voss, venue d'Augusta, l'avait remplacé au bureau de poste. Becky pensait que la Voss, qu'elle n'appelait plus que la garce, n'avait pas loin de 5 ans de plus qu'elle et Joe, c'est-à-dire sans doute presque 50 ans, mais cette traînée était bien conservée et ne faisait pas son âge. Becky était prête à admettre qu'elle avait pris un peu de poids puisqu'elle était passée de 57 à 92 kilos, essentiellement depuis que leur seul rejeton, Byron, avait quitté la maison. Elle aurait pu feindre de tout ignorer, elle aurait tout ignoré, elle aurait peut-être même tout toléré avec soulagement, si la garce aimait la bestialité des relations sexuelles, avec leurs grognements, leurs coups de boutoir et le jet final de ce truc qui sentait vaguement la morue et ressemblait à un liquide à vaisselle bon marché, alors cela ne faisait que prouver que la garce elle-même n'était guère plus qu'un animal. Cela libérait aussi Becky d'une obligation fastidieuse, même si elle était de plus en plus rare. Elle aurait pu l'ignorer si l'image de Jésus n'avait pas parlé. Elle parla pour la première fois juste après 15 heures dans l'après-midi du jeudi. Becky revenait de la cuisine avec un plateau, la moitié d'une brioche à la confiture et une chope de soda à la cerise pour regarder son feuilleton Hôpital Général. Elle n'arrivait plus vraiment à croire que les héros Luc et Laura reviendraient jamais, mais elle n'avait pas complètement perdu espoir. Elle se penchait pour allumer la télévision quand Jésus lui dit « Becky, Joe s'enfile la garce presque tous les jours à l'heure du déjeuner et parfois aussi le soir après le travail. Une fois, il était tellement excité qu'il l'a fait pendant qu'il devait l'aider à trier le courrier. Et tu sais quoi? Elle a même pas dit « Attends au moins que j'ai fini de trier les lettres urgentes. » Et ce n'est pas tout. Jésus traversa la moitié de l'image, sa robe flottant autour de ses chevilles, et il s'assit sur un rocher qui émergeait du sol. Il tenait sa houlette entre ses genoux et regardait Becky d'un air sombre. « Il se passe tellement de choses à Haven que t'en croiras pas la moitié. » Becky parvint enfin à pousser un cri et tomba à genoux. « Seigneur !» s'exclama-t-elle. Un de ses genoux atterrit sur son morceau de gâteau, qui avait en gros la taille et l'épaisseur de la Bible familiale, projetant de la confiture de framboise sur le museau d'Ozzy, le chat, qui était sorti en rampant de sous le poêle pour voir ce qui se passait. « Seigneur ! Seigneur !» continuait de crier Becky. Ozzy se précipita en feulant vers la cuisine, où il se glissa à nouveau sous le poêle, du sirop rouge dégoulinant de ses moustaches. Il y passa le reste de la journée. « Aucun des Paulson n'a jamais été bon à grand-chose, » continua Jésus. Un mouton s'approcha de lui, et il l'écarta brutalement de sa houlette, avec une impatience distraite que Becky, en dépit de sa paralysie passagère, compara à celle de son père. Le mouton s'éloigna en ondulant, un peu à cause de l'effet de troisième dimension de l'image. Il disparut, semblant même s'incurver, tandis qu'il sortait du cadre. Mais ce n'était qu'une illusion d'optique, elle en était certaine. « Que non !» déclara Jésus. « Le grand-oncle de Joe était un meurtrier, comme tu le sais, Becky. Il a tué son fils, sa femme, et ensuite lui-même. Et quand il est arrivé ici, au ciel, est-ce que tu sais ce qu'on lui a dit ? Pas de place. C'est ça qu'on lui a dit, insista Jésus en se penchant en avant, appuyé sur sa houlette. Va donc voir l'autre au sabot fendu là-bas, en dessous, qu'on lui a dit. Tu trouveras là le havre qu'on t'a promis. Mais il se pourra que ton nouveau propriétaire te demande un sacré loyer et ne baisse jamais le chauffage, qu'on lui a dit. Chose incroyable, Jésus lui fit un clin d'œil. Et c'est alors que Becky s'enfuit de chez elle en criant. Elle s'arrêta dans la cour, derrière la maison, à bout de souffle, ses cheveux blonds ternes dans les yeux, son cœur battant si vite qu'elle en fut effrayée. Dieu merci, personne n'avait entendu ses cris, ni observé ses faits et gestes. Joe et elle vivaient assez loin sur la route de Nista, et leurs voisins les plus proches étaient les Brodsky, des catholiques qui vivaient dans cette roulotte répugnante. Les Brodsky étaient à presque 1 kilomètre, ça valait mieux. Quiconque l'aurait entendu aurait pensé qu'il y avait une folle chez les Paulson. Mais il y en a une, non ? Si tu crois que cette image s'est mise à parler, c'est que tu es folle.
Papa t'aurait battu jusqu'à ce que tu aies des bleus de 3 couleurs si tu lui avais dit une chose pareille. Une couleur pour le mensonge, une autre pour y avoir cru, et une troisième pour avoir élevé la voix. Becky, les images ne parlent pas. Non, et celle-ci ne l'a pas fait, dit soudain une autre voix. Cette voix est sortie de ta propre tête, Becky. Je ne sais pas comment ça a pu se faire, comment tu as pu savoir ces choses-là, mais c'est ce qui s'est passé. Tu as fait dire à cette image de Jésus tes propres paroles, comme Edgar Bergen fait parler Charlie McCarthy à la télévision pendant le show d'Ed Sullivan. Mais d'une certaine façon, cette solution semblait encore plus effrayante, carrément plus folle que l'idée que l'image aurait pu parler elle-même, et elle refusa de lui accorder le moindre crédit. Après tout, il se produisait chaque jour des miracles. Ce Mexicain, qui avait retrouvé une image de la Vierge Marie cuite dans son enchilada, ou je ne sais quoi. Les miracles de Lourdes, en France, sans parler de ces enfants qui avaient fait les gros titres du journal. Ils avaient pleuré des pierres. Ça, c'était des vrais miracles. Même s'il fallait admettre que les mômes qui pleuraient des pierres avaient dû trouver ça un peu douloureux. Des miracles aussi enthousiasmants que les sermons de Pat Robertson. Mais entendre des voix, c'était idiot. Mais c'est ce qui est arrivé. Et tu entends des voix depuis un moment maintenant, non? Tu as entendu sa voix, celle de Joe, et c'est de là que c'est venu, pas de Jésus, mais de Joe. Non, gémit Becky, j'ai pas entendu de voix dans ma tête. Elle restait plantée près de sa corde à linge dans la cour, le regard vide tourné vers les bois, de l'autre côté de la route de Nista. Ils étaient embrumés de chaleur. Moins d'un kilomètre plus loin, à vol d'oiseau, dans ces bois, Bobby Anderson et Jeep Gardiner dégageaient de sa gangue de terre un fossile titanesque. Folle, lui dit dans sa tête la voix implacable de son défunt père. Folle à cause de la chaleur. Viens un peu ici, Rebecca Bouchard, je vais te faire des bleus de 3 couleurs pour avoir proféré d'aussi folles paroles. Je n'ai pas entendu de voix dans ma tête, bougonna Becky. Cette image a vraiment parlé, je le jure, je ne suis pas ventriloque. Il valait mieux que ce soit l'image. Si c'était l'image, c'était un miracle, et les miracles venaient de Dieu. Un miracle pouvait vous rendre fou, et le bon Dieu savait qu'elle avait l'impression de devenir folle en ce moment même. Mais ça ne voulait pas dire que vous étiez fou avant. Par contre, entendre des voix dans sa tête, ou croire que vous pouviez entendre les pensées des autres... Becky baissa les yeux et vit du sang sur son genou gauche. Elle cria à nouveau et courut dans la maison pour appeler un médecin, police secours, n'importe qui, n'importe quoi. Revenue dans le séjour, elle tripotait le cadran du téléphone, le combiné à l'oreille, quand Jésus lui dit « C'est seulement de la confiture de framboise de ta brioche, Becky. Pourquoi est-ce que tu ne te calmes pas avant d'avoir une crise cardiaque ?» Elle regarda le téléviseur Sony et laissa tomber le combiné sur la table, où il atterrit en faisant clonk. Jésus était toujours assis sur son rocher. Il semblait qu'il avait croisé les jambes. Sa ressemblance avec le père de Becky était étonnante, mais il n'avait pas l'air sévère, prêt à se mettre en colère sans crier gare. Il la regardait avec une patience douce, quoique exaspérée. « Vérifie un peu, et tu verras si j'ai pas raison, » dit Jésus. Elle toucha légèrement son genou, grimaçant de la douleur qu'elle s'attendait à ressentir. Il n'y en eut pas. Elle aperçut les graines dans le sirop rouge et se détendit. Elle lécha la confiture de framboise sur ses doigts. « Et puis, continua Jésus, il faut que tu te sortes de la tête cette idée que tu entends des voix et que tu deviens folle. C'est seulement moi, et je peux parler à qui je veux, comme je veux. »« Oui, parce que vous êtes le sauveur, » murmura Becky. « Tu l'as dit, Becky. » Il baissa les yeux. En dessous de lui, sur l'écran, 2 portions de salade dansaient pour montrer leur joie d'avoir été assaisonnées avec Hidden Valley Ranch Dressing. « Et je voudrais, s'il te plaît, que tu éteignes ces conneries, si ça ne te fait rien. On ne peut pas parler quand cet appareil est allumé. Et puis ça me chatouille les pieds. » Becky s'approcha du téléviseur Sony et l'éteignit. « Seigneur !» murmura-t-elle. Le dimanche suivant, dans l'après-midi, Joe Paulson faisait une sieste dans le hamac de la cour avec Ozzy le chat répandu sur son large estomac. Becky était dans le séjour et elle écartait le rideau pour regarder Joe, qui dormait dans le hamac, qui rêvait de sa garce sans aucun doute, rêvait de la renverser sur une grande pile de catalogues et de circulaires de Volco, et alors, comme diraient Joe et ses porcs de compagnons de tripot, de la tringler. Elle tenait le rideau de la main gauche parce qu'elle avait une poignée de piles parallélépipédiques de 9 volts dans la main droite. Elle emporta les piles dans la cuisine où elle assemblait quelque chose sur la table. Jésus le lui avait demandé. Elle avait dit à Jésus qu'elle ne savait rien faire, qu'elle était maladroite. Son papa lui avait toujours dit. Elle songea à lui raconter que son papa se demandait parfois comment elle savait se torcher sans un manuel explicatif, mais elle se dit que ce n'était pas le genre de choses qu'on dit au sauveur.
Jésus lui avait répondu de ne pas faire la bête. Si elle suivait les instructions, elle construirait ce petit truc. Elle fut ravie de découvrir qu'il avait absolument raison. Non seulement c'était facile, mais c'était amusant. Beaucoup plus amusant que de faire la cuisine, en tout cas. Elle n'avait jamais vraiment eu beaucoup de talent pour ça non plus. Ses gâteaux retombaient et son pain ne levait jamais. Elle avait commencé son assemblage la veille, travaillant sur le grille-pain, le moteur de son vieux mixeur Hamilton Beach et un drôle de tableau plein de bidules électroniques extraits d'un vieux poste de radio remisé dans l'appentis. Elle pensait qu'elle aurait fini bien avant que Joe ne s'éveille et ne rentre pour regarder à 2 heures la retransmission télévisée du match qui devait disputer l'équipe des Red Sox. Elle prit sa petite lampe à souder et l'alluma adroitement avec une allumette de cuisine. Une semaine plus tôt, elle aurait ri si on lui avait dit qu'elle n'utiliserait jamais une lampe à souder au propane. Mais c'était facile. Jésus lui avait expliqué très précisément comment raccorder les fils au circuit imprimé de la vieille radio. Et Jésus ne lui avait pas dit que ça ces 3 derniers jours. Il lui avait dit des choses qui avaient tué son sommeil, qui lui avaient fait redouter d'aller au village pour ses courses, de peur que ce qu'elle savait ne se voie à l'expression coupable de son visage. « Je sais toujours quand tu as fait quelque chose de mal, Becky, lui disait son père, parce que tu as un visage qui sait pas garder un secret. » Pour la première fois de sa vie, elle en perdit l'appétit. Joe, totalement occupé par son travail, les Red Sox et la garce, n'avait rien remarqué, même s'il avait bien vu Becky se ronger les ongles l'autre soir quand il regardait Hill Street Blues, et Becky n'avait jamais rongé ses ongles avant. C'était même une chose qu'elle lui reprochait à lui. Joe Paulson l'avait observé 12 secondes entières, avant de retourner à l'écran Sony et de se perdre dans le rêve des seins blancs de Nancy Voss. C'étaient certaines des choses que Jésus lui avait dites qui avaient amené Becky à mal dormir et à se ronger les ongles pour la première fois à l'âge presque canonique de 45 ans. En 1973, Moss Harlingen, l'un des compagnons de poker de Joe, avait tué son père. Ils étaient en train de chasser le cerf à Greenville. On avait considéré ça comme un de ces accidents tragiques, mais ce n'était pas par accident qu'Abel Harlingen avait été tué. Moss l'avait tout simplement guetté, à plat ventre derrière un arbre abattu sur lequel reposait le canon de sa Winchester, et il avait attendu que son père traverse à grand bruit un petit cours d'eau à une 50aine de mètres en contrebas. Moss avait repéré son père aussi facilement qu'un canard d'argile sur un stand de tir. Il croyait qu'il avait tué son père pour l'argent. L'entreprise de Moss, Big Ditch Construction, avait 2 traites qui venaient à échéance à 6 semaines d'intervalle dans 2 banques différentes, et aucune ne pourrait être reportée à cause de l'autre. Moss était allé trouver Abel, mais le papa avait refusé son aide, bien qu'il eût pu lui avancer de l'argent. Alors Moss avait abattu son père et hérité d'une marmite de fric après que l'enquête eut conclu à une mort accidentelle. Les traites avaient été honorées, et Moss Harlingen croyait vraiment, sauf peut-être dans ses rêves les plus profonds, qu'il avait tué pour de l'argent. Mais le véritable mobile était ailleurs. Bien longtemps auparavant, alors que Moss avait 10 ans et que son frère Emory en avait 7, la femme d'Abel était allée plus au sud, à Rhode Island, pour tout un hiver. Son frère était mort subitement et sa sœur avait besoin d'aide. Pendant l'absence de la mère, il y eut plusieurs incidents chez les Harlingen. Ces incidents cessèrent quand la mère revint et ne se reproduisirent jamais. Moss avait tout oublié de cet épisode. Il ne s'était jamais souvenu des nuits où il était resté éveillé dans son lit, mort de terreur, et où il avait vu la porte s'ouvrir et révéler l'ombre de son père. Il n'avait absolument aucun souvenir de sa bouche pressée contre son avant-bras, des larmes salées de honte et de rage giclant de ses yeux brûlants et coulant le long de ses joues glacées jusqu'à sa bouche, tandis qu'Abel Harlingen enduisait son pénis de lard et l'introduisait par la porte arrière de son fils avec un grognement et un soupir. Tout cela avait fait si peu d'impression sur Moss qu'il ne se souvenait pas d'avoir mordu son bras au sang pour ne pas crier, et il ne pouvait certainement pas se souvenir des petits cris d'oiseaux hors d'haleine d'Emory dans le lit voisin. « Je t'en prie, papa, non, papa, je t'en prie, pas moi, pas ce soir, s'il te plaît, papa. » Les enfants, naturellement, oublient très facilement, mais certains souvenirs peuvent affleurer, parce que quand Moss Harlingen avait appuyé sur la gâchette, quand il avait tiré sur ce fils de pute pédéraste, alors que les premiers échos s'éloignaient en roulant, puis revenaient avant de disparaître dans le grand silence de la forêt sauvage du nord du Maine, Moss avait murmuré « Pas toi, M, pas ce soir !» Alice Kimball, qui enseignait au collège de Haven, était lesbienne. Jésus l'avait dit à Becky vendredi, peu après que la dame en question, bien charpentée et respectable dans son tailleur pantalon vert, se fut arrêtée un instant pour une collecte en faveur de la Croix-Rouge. Darla Gaines, la jolie jeune fille de 17 ans, qui apportait le journal du dimanche, cachait une 15aine de grammes de marijuana entre les matelas et le sommier de son lit.
Jésus le dit à Becky juste après que Darla fut passée samedi pour se faire payer les 5 dernières semaines, 3,50 $ de pourboire que Becky regrettait maintenant de lui avoir donné. Et Darla fumait la marijuana au lit avec son petit ami avant de faire l'amour, sauf qu'ils appelaient ça le bop horizontal. Ils fumaient de la marijuana et faisaient le bop horizontal tous les jours de la semaine, entre 2h30 et 3h. Les parents de Darla travaillaient au magasin de chaussures Splendid Shoe à Derry et ne rentraient pas avant 4h passées. Hank Buck, autre comparse de poker de Joe, travaillait dans un grand supermarché de Bangor et détestait son patron au point qu'il y a un an, il avait versé une demi-boîte de laxatif dans sa boisson au chocolat le jour où le patron l'avait envoyé lui chercher son déjeuner au McDo. Le patron avait eu un accident beaucoup plus spectaculaire que de simples maux de ventre. À 3h15 ce jour-là, il avait propulsé dans son pantalon l'équivalent d'une bombe A de merde. La bombe A, ou bombe M si vous préférez, avait explosé au moment où il était en train de préparer de la viande dans le rayon des produits frais du supermarché. Hank avait réussi à garder son sérieux jusqu'à l'heure de la fermeture, mais quand il avait gagné sa voiture pour rentrer chez lui, il riait si fort qu'il faillit faire lui aussi dans son pantalon. Il fallut qu'il s'arrête par 2 fois sur le bas-côté de la route, tant il riait. « Il riait, dit Jésus à Becky. Qu'est-ce que tu dis de ça ?» Becky se disait que c'était une bien méchante plaisanterie, et ses révélations n'étaient que le hors-d'œuvre, semblait-il. Jésus, ça fait quelque chose de désagréable ou d'inquiétant sur chacun de ceux que Becky connaissait, semblait-il. Et elle ne pouvait vivre avec des révélations aussi affreuses, et elle ne pouvait pas non plus vivre sans elles. Et une chose était sûre, il fallait qu'elle agisse. « Mais c'est déjà en route, dit Jésus. Il parlait dans son dos, de l'image posée sur le poste Sony, naturellement. L'idée que sa voix pouvait venir de l'intérieur de sa propre tête, qu'en quelque sorte elle lisait dans les pensées des autres, ce n'était qu'une abominable illusion passagère. Il le fallait, cette idée l'horrifiait. Satan, sorcellerie. En fait, dit Jésus, confirmant ainsi son existence de cette voix sèche et impérieuse tellement semblable à celle du père de Becky, tu as presque terminé cette étape. Soude seulement ce fil rouge à ce point, à gauche au long du bidule. Non, pas là. Là, oui, c'est bien. Pas trop de soudure, attention. C'est comme la brillantine, Becky. Il suffit d'une goutte. Ça faisait drôle d'entendre Jésus-Christ parler de brillantine. Joe s'éveilla à 2h moins le quart, évinça Ozzy de son giron, marcha jusqu'au bout de la pelouse en enlevant du plat de la main les poils de chat de son t-shirt et arrosa généreusement le sumac vénéneux du fond du jardin. Puis il prit la direction de la maison. Les Yankees contre les Red Sox, formidable. Il ouvrit le frigo, jeta un coup d'œil distrait aux chutes de fil électrique sur le plan de travail et se demanda ce que cette débile de Becky pouvait bien faire de tout ça. Mais il s'en désintéressa vite. Il pensait à Nancy Voss. Il se demandait comment ce serait d'éjaculer entre les seins de Nancy. Il se dit que lundi, il le saurait peut-être. Il se chamaillait avec elle. Bon Dieu, parfois, ils se chamaillaient comme 2 chiens en août. Il semblait que ça n'arrivait pas qu'à eux. Tout le monde avait l'air à cran ces temps derniers. Mais pour ce qui était de la baise, bon sang, il n'avait jamais été aussi excité depuis ses 18 ans, et elle non plus. Il semblait que ni l'un ni l'autre n'en avait jamais assez. Ça le reprenait même parfois la nuit. C'était comme en pleine adolescence. Il prit une bouteille de bière dans le frigo et gagna le séjour. Aujourd'hui, Boston allait certainement gagner. Il donnait les Red Sox gagnants à 8-5. Il calculait incroyablement bien les chances depuis un moment. Il y avait un type à Augusta qui prenait des paris et Joe avait gagné presque $500 en 3 semaines. Et Becky n'en savait rien. Il préférait les lui dissimuler. C'était drôle, il savait exactement qui allait gagner et pourquoi. Et quand il descendait à Augusta, il oubliait le pourquoi, mais se souvenait de qui. C'est tout ce qui comptait, non ? La dernière fois, le type avait ronchonné en lui payant 3-1 sur un pari de $20. C'était les Mets contre les Pirates, le lanceur Gooden sur le mont. Ça semblait du tout cuit pour les Mets, mais Joe avait misé sur les Pirates et il avait gagné 5-2. Joe ne savait pas combien de temps encore le type d'Augusta prendrait ses paris, mais s'il les refusait, Joe pourrait toujours se rendre à Portland où 2 ou 3 bookmakers tenaient boutique. Il lui semblait que dernièrement, il avait des maux de tête dès qu'il quittait Haven. Besoin de lunettes peut-être. Mais quand on s'envoie en l'air, ça vaut bien une petite migraine. Encore un peu d'argent et ils pourraient partir tous les deux, laisser Becky avec Jésus. C'était de toute façon le seul mari que voulait Becky. Froide comme un glaçon, elle était. Mais Nancy, quelle affaire! Et futée! Aujourd'hui même, elle l'avait entraîné à l'arrière du bureau de poste pour lui montrer quelque chose. « Regarde l'idée que j'ai eue, dit-elle. Je crois que je devrais la faire breveter, Joe, c'est vrai. » « Et quelle idée ?» avait demandé Joe.
En vérité, il était un peu en colère contre elle. En vérité, il s'intéressait davantage à ses nichons qu'à ses idées, et en colère ou pas, il bandait déjà. C'était vraiment comme s'il était redevenu un gamin, mais ce qu'elle lui montra suffit à lui faire oublier son projet immédiat, pour 4 minutes au moins, en tout cas. Nancy Voss avait pris le transformateur d'un train électrique d'enfant et l'avait raccordé, Dieu sait comment, à une série de piles 9 volts. Ce montage était relié à 7 blutoirs dont elle avait retiré les couvercles. Les blutoirs étaient couchés sur le côté. Quand Nancy allumait le transformateur, un certain nombre de fils aussi fins que des cheveux, reliés à ce qui ressemblait à un mixeur, se mettaient à projeter le courrier urgent d'une pile posée au sol dans les différents blutoirs, comme au hasard. « Mais qu'est-ce que ça fait » avait demandé Joe. « Ben, ça trie le courrier urgent » avait-elle répondu en montrant les blutoirs l'un après l'autre. « Celui-là, c'est pour le village de Haven, celui-là pour RFD 1, c'est-à-dire la route de Derry, tu sais, et celui-là pour la route de Ridge, et le dernier là pour la route de Nista. » Il n'y avait pas cru tout d'abord. Il avait cru à une plaisanterie, et il avait demandé ce qu'elle dirait d'une bonne baffe. Bon, « Pourquoi ferais-tu ça » avait-elle pleurniché. « Bah, y a des mecs qui aiment les plaisanteries, mais pas moi » avait-il répondu, comme Sylvester Stallone dans Cobra. C'est alors qu'il avait vu que ça marchait vraiment. C'était un gadget formidable, mais le bruit que faisaient les fils quand ils frottaient le sol donnait un peu la chair de poule. Un bruit dur et chuintant, comme les pattes d'une grosse araignée. Ça marchait vraiment. Il aurait été bien incapable de dire comment, mais ça marchait. Il vit les fils attraper une lettre pour Roscoe Thibault et la projeter dans le bon blutoir. RFD2, c'est-à-dire la route de Hammercut, alors même que l'adresse avait été mal libellée puisqu'elle indiquait le village de Haven. Il aurait bien voulu demander à Nancy comment ça marchait, mais il ne voulait pas avoir l'air d'un crétin, alors il lui demanda plutôt où elle avait trouvé les fils. « Dans ces téléphones que j'ai achetés à Radio Shack, répondit-elle. Tu sais, la galerie marchande de Bangor. Ils étaient en solde, et j'ai aussi utilisé d'autres pièces des téléphones. Il a fallu que je change tout, mais c'était facile. Et ça m'est venu comme ça, tu sais. » « Ouais, » avait dit Joe d'une voix traînante, en pensant à la tête du bookmaker quand il était venu chercher les $60 gagnés sur son pari que les pirates battraient Gooden et les Mets. « Pas mal pour une femme, » avait-il ajouté. Pendant un instant, le front de Nancy s'assombrit et Joe se dit « Tu veux répondre ? Tu veux te battre ? Allez, je suis d'accord, tout à fait d'accord. » Et le visage de Nancy s'était éclairé d'un sourire. « Maintenant, nous pouvons le faire encore plus longtemps, avait-elle dit en longeant de ses doigts la braquette de Joe. Et tu veux le faire, non ? Hein, Joe ? Oh oui, Joe voulait le faire. Ils glissèrent au sol, et Joe oublia qu'il était en colère contre elle, qu'il était soudain capable de connaître comme ça l'issue des compétitions, des matchs de baseball aux courses de chevaux, en passant par les tournois de golf. Il la pénétra, elle gémit, et Joe oublia même le sinistre murmure des fils qui continuaient à distribuer le courrier urgent dans la rangée de blutoirs. Quand Joe entra dans le salon, Becky était assise dans son fauteuil à bascule, et elle feignait de lire le dernier numéro de Au plus haut des cieux. 10 minutes à peine avant que Joe ne rentre, elle avait fini de raccorder l'appareil que Jésus lui avait dit de fabriquer et de le placer à l'arrière du téléviseur Sony. Elle avait suivi ses instructions à la lettre, parce que, lui avait-il expliqué, il fallait faire attention quand on tripotait l'intérieur d'un téléviseur. « Tu pourrais te faire griller », l'avait prévenu Jésus. « Il y a plus de jus là-bas derrière que dans un entrepôt de produits congelés Bird's Eye, même quand c'est éteint. » Ne voyant pas d'image sur l'écran, Joe s'irrita. « Tu aurais pu tout préparer », avait-il dit. « J'imagine que tu sais comment allumer cette fichue télé, » dit Becky, adressant la parole à son mari pour la dernière fois. Joe leva les sourcils. Bon sang, c'était vraiment étrange venant de Becky. Il eut envie de l'apostropher pour son insolence, mais décida de laisser pisser. Il se pourrait bien qu'une grosse vieille jument se retrouve seule à la maison avant longtemps. « Oh, je crois bien, » dit Joe, adressant la parole à sa femme pour la dernière fois. Il pressa le bouton pour allumer le Sony, et ce fut comme si 2000 volts le traversaient. L'alternative survoltée redressée en continu mortel, puis à nouveau survoltée. Les yeux de Joe s'écarquillèrent, sortirent de leurs orbites, puis éclatèrent comme des grains de raisin dans un four à micro-ondes. Il avait fait le geste de poser sa bouteille de bière sur la télé, près de Jésus. Quand l'électricité le frappa, sa main se crispa si fort qu'elle cassa la bouteille. Des éclats de verre brun entrèrent dans ses doigts et sa paume. La bière se répandit en moussant. Elle coula sur le dessus de la télé, dont le plastique crépitait déjà, et se transforma en une rigole qui sentait la levure. « cria Joe Paulson. Son visage virait au noir. De la fumée bleue sortait de ses cheveux et de ses oreilles.
Ses doigts étaient cloués au bouton on du Sony. Une image apparut sur l'écran. C'était Dwight Gooden lançant une balle qui lui permit d'atteindre la deuxième base, mais il en fut évincé, ce qui rendit Joe Paulson plus riche de $40. L'image sauta et fut remplacée par celle de Joe et Nancy Voss baisant sur le sol du bureau de poste tapissé de catalogues, de lettres du Congrès et de publicités des compagnies d'assurance, informant les destinataires qu'ils peuvent obtenir la garantie qu'ils désirent, même s'ils ont plus de 65 ans, qu'aucun vendeur ne viendra sonner à leur porte, qu'aucun examen médical n'est exigé et que ceux qu'ils aiment seront protégés pour quelques cents par jour. « Non !» s'écria Becky, et l'image changea de nouveau. Maintenant, elle montrait Moss Harlingen derrière un tronc de pin couché, repérant son père dans le viseur de sa Winchester 30-30 et murmurant « Pas toi, M, pas ce soir !» L'image changea encore, et elle vit un homme et une femme qui creusaient dans les bois. La femme conduisait un engin qui ressemblait un peu à un camion-benne en jouet ou à une des inventions des dessins animés de Rube Goldberg. L'homme passait une chaîne sous une souche. Plus loin, un grand objet en forme de soucoupe sortait de terre. Il était argenté, mais mat. Le soleil qui le frappait par endroits ne le faisait pas briller. Les vêtements de John Paulson s'enflammèrent. Le séjour s'emplissait d'une odeur de bière cuite. L'image en 3 dimensions de Jésus trembla avant d'exploser. Becky se mit à crier, comprenant que cela lui plaise ou non, que ça avait toujours été elle qui était en train d'assassiner son mari. Elle courut vers lui, saisit sa main qui décrivait des cercles saccadés, et fut à son tour foudroyée. « Jésus, oh Jésus, sauve-le, sauve-moi, sauve-nous tous les deux !» se disait-elle, alors que le courant s'emparait d'elle, la dressant sur ses orteils comme la plus grande danseuse du monde faisant des pointes. C'est alors qu'elle entendit s'élever dans son cerveau une voix furieuse et acerbe, la voix de son père. « Je t'ai bien eu, Becky, hein? Je t'ai bien eu? Ça t'apprendra à mentir. Ça t'apprendra une fois pour toutes. » Le panneau arrière du téléviseur, qu'elle avait revissé après les transformations, fut projeté contre le mur dans un immense éclair de lumière bleue. Becky roula au sol, entraînant Joe dans sa chute. Joe était déjà mort. Quand le papier peint fumant derrière le téléviseur mit le feu au rideau de chintz, Becky Paulson était morte, elle aussi.